Alors, il y a plusieurs typologies, évidemment. Les méthodes, alors ce qu'il appelle les méthodes de protestation et de persuasion, il y en a 54, parmi lesquelles on notera les prix satiriques, les gestes grossiers, les fausses funérailles ou les visites récurrentes à un fonctionnaire. Et il y a des méthodes de non-coopération, alors là, il en dénombre 107, et on retiendra la grève du sexe. Voilà. Alors, c'est ce genre de choses. Alors, effectivement, on peut se dire, bon, ce personnage, il est assez... a priori inoffensif, on pourrait le croire, en tout cas. Il s'est fait... Enfin, ses premiers faits d'armes, c'est en fait, il a refusé de faire la guerre de Corée dans les années 50. Il était étudiant en sociologie de l'État de l'Ohio, je crois. Ouais, c'est ça, Ohio State University, et ça lui vaut de passer 9 mois en prison. Et durant ces 9 mois de prison, en fait, il étudie Gandhi intensément, et ça va devenir même son principal sujet de recherche. Ça, c'est, on va dire, la version officielle du parcours de Gene Sharp. C'est-à-dire personnage... On pourrait quasiment le comparer, je sais pas, avec la Vavel, Lech Walesa, Jean-Paul II, enfin vous mettez les noms que vous voulez. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que au-delà de la passion qu'il développe pour Gandhi, il travaille également sur un autre personnage qui s'appelle Karl Deutsch, qui n'a pas été mentionné tout à l'heure par Thibaut, mais en fait qui lui aussi s'intéresse à la cybernétique. Et il va même s'inspirer des modèles cybernétiques pour théoriser, en fait, des sciences sociales. Donc vous voyez, en fait, ça se recoupe une nouvelle fois. Il y a le manuel qui s'appelle L'arme silencieuse pour le regard tranquille, si vous pouvez peut-être trouver sur Internet. Enfin, vous pouvez trouver sur Internet. Si vous avez l'occasion de ne pas prendre la version française, mais de lire la version anglaise, vous verrez beaucoup de... Donc c'est sorti quoi, en 54 ? Écrit en 54, je crois, à l'époque du Bilderberg. Ça, ouais. Et vous trouverez beaucoup d'illustrations, en fait, de dessins cybernétiques dedans, qui parlent du contrôle social, et il y a beaucoup de modèles cybernétiques, puisque c'était l'époque. Et donc l'Albert Einstein Institution, dont parlait monsieur tout à l'heure, est fondée en 83, et elle intéresse un certain personnage qui s'appelle Robert Elvey, et en fait, c'est lui qui est le plus important. Gene Sharp, en fait, est mis devant les caméras, mais en fait, même si on le voit très peu lui-même, aujourd'hui, il vit, je crois, dans la banlieue de Boston, à s'occuper de ses orchidées, visiblement, accompagné d'une très jolie assistante et jeune. Bon, voilà, il a raison. Mais il y a un personnage qui, lui, compte vraiment beaucoup plus, c'est Robert Elvey. Et c'est un vétéran du Vietnam qui a été attaché militaire à l'ambassade américaine de Rangoon. Et alors c'est la situation d'Elvey qui est assez amusante. Il découvre que le refus du conflit armé n'est pas une manie de hippie à cheveux longs, comme il le confie à l'époque au Wall Street Journal. Donc 3 ans après la création de l'Albert Einstein Institution, Elvey se convertit définitivement à la doctrine de Sharp. Il a pris sa retraite et il enseigne la résistance pacifique à des guerrieros birmans. Et dans la jungle birmane, je crois d'ailleurs. Et il prend contact avec Sharp, il finit par le convaincre de le rejoindre clandestinement par bateau. Alors, là aussi, il y a toute une mythologie autour de la façon dont Sharp aurait pu rejoindre Elvey en Birmanie. Et il arrive à le rejoindre en 92, et 1 an plus tard, donc, sort de la dictature à la démocratie. Parce que le premier ouvrage, c'était un travail d'universitaire, et Elvey, en fait, arrive à convaincre Sharp d'écrire un livre beaucoup plus simple, qui viendra donc de la dictature à la démocratie. Et on retrouve pour la première fois cet ouvrage, on le voit circuler dans les Balkans, en 97, il se passe plus ou moins sous le manteau, auprès d'un groupe qui s'appelle Initiative Civique. Et les gens, en fait, d'Initiative Civique sont les gens qui créeront plus tard un mouvement qui s'appelle Otpor. Et Otpor sera le mouvement, en fait, qui va contribuer à renverser Milosevic en 2000. Et tous les gens qui sont membres d'Otpor, en fait, ont lu de la dictature à la démocratie l'ouvrage de Gene Sharp, avec un autre auteur, bon, qui est Karl Popper, celui qui a écrit La Société ouverte et ses ennemis. Et un certain Sergej Popovic, donc, qui est la principale figure de Otpor, est on va dire, le plus grand diffuseur aujourd'hui de la pensée de Sharp, et on va le retrouver, ce Popovic, on le va retrouver jusque sur la place Tahrir, en fait, au moment du printemps arabe.
Et il va distribuer des photocopies, des polycopiés en fait du livre de Gene Sharp, de la dictature à la démocratie. Au début, Sharp pense qu'il faut que ces révolutions soient identifiables par une couleur, donc, ou par un nom marquant. Donc, ce qu'on a tous vu, hein, Ukraine, révolution de couleur, Kirghizistan, révolution du tulipe, jasmin, révolution du cèdre au Liban, safran en Birmanie. Enfin, bon, on va pas toutes les faire parce qu'il y en a eu des dizaines depuis quelques années. Ils vont essayer à peu près partout d'essaimer. En Iran en 2008. Notamment pour renverser Ahmadinejad. Ils vont également tenter de refaire un coup d'État contre Chavez après l'échec du premier en 2002. D'ailleurs, Chavez désignera Sharp comme agent de la CIA. Hein. Il le désignera lui-même comme agent de la CIA. En fait, même si Sharp n'est pas directement payé par l'Angly, ça revient au même. Hein. De toute façon, comme la barbouze qui l'accompagne en permanence, qui est Elvie, est toujours à ses côtés, si on voit Sharp quelque part ou si Sharp est lu, il y a l'influence de toute façon de certains réseaux, dont les réseaux Soros. Voilà, je vous ai retrouvé le titre du premier ouvrage donc, qui était paru en 1973, qui s'appelait « Les politiques de l'action non violente ». Et donc en 91, donc l'ouvrage de la dictature à la démocratie n'était pas encore sorti puisqu'il a été publié en 93. Le premier ouvrage de Sharp, Les politiques de l'action non violente, vont déjà influencer en fait les gouvernements des États baltes. En 91, au moment de la dislocation de l'Union soviétique, ils vont mettre en œuvre un certain nombre de plans et de techniques qui sont défendus par Sharp dans son ouvrage Les politiques de l'action non violente. Effectivement, ça leur réussira puisqu'ils réussiront à obtenir leur indépendance. Donc le fameux mouvement du 6 avril dont je vous parlais tout à l'heure, au Caire, donc il y a Mohamed Adel et Ahmed Ader qui étaient deux des figures du mouvement Kérot. En fait, ont reçu des formations directes de Popovitch, donc qui était le personnage central donc d'Otpor. Le mouvement a connu une scission. Hein. Ils ont créé un nouveau centre qui est à peu près qui a les mêmes influences, qui s'appelle Canvas. Alors j'ai trouvé ça, c'est le Centre pour l'action et les stratégies non violentes appliquées. Donc voilà, c'est du Sharp dans le texte. Et en fait, vous remarquerez que toutes ces révolutions, évidemment, donc soit ont une couleur, soit sont reconnaissables par un objet. Par exemple, la dernière à Hong Kong, vous vous rappelez, c'est les parapluies. On a parlé de la révolution des parapluies. Donc en fait, il faut que ça soit identifiable, diffusable à l'échelle planétaire, et qui est immédiatement un mouvement de sympathie, évidemment, et d'empathie pour ces mouvements qui sont présentés comme spontanés. Mais en fait, qui sont travaillés pendant des années, voire des décennies, à force d'infiltration, de guerre cognitive. Et donc, voilà, plus le travail donc, de Sharp et de ses amis, on arrive à ce qu'on a vu ces dernières années dans le cadre du printemps arabe. C'est aussi relever à chaque fois les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire on commence, comme en 14 hein, quelque part, à dire, on parle plus de gouvernement, mais on parle de régime. De régime. Donc régime nazi, le mal absolu. On commence à dire qu'il y a des organisations internationales comme la Croix-Rouge ou d'autres qui se font attaquer, que les journalistes... Que les ONG sont expulsés. La presse est muselée. La presse est muselée. Ouais. Les ONG sont expulsées. C'est ça, on montre un journaliste qui se prend une gifle ou qui se fait un peu taper. Et puis ensuite, on va raconter... Ou un manifestant qui se fait tuer dans le dos, par exemple. En 2008, vous vous rappelez de l'affaire Neda Aga Soltan, je crois que c'était ça son nom, dont aujourd'hui on est sûr, enfin, des vidéos ont été retrouvées, elles ont été rendues publiques. C'est un agent du renseignement britannique qui a descendu cette gamine dans le dos. Voilà. On avait dit qu'évidemment... En Iran. L'affaire Neda. L'affaire Neda. Voilà. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. À Maïdan, bon... On a dit que c'était les Berkout et des snipers qui avaient tiré sur la foule du Maïdan. Je crois que c'était la discussion entre Lady Ashton, donc, qui était la représentante des affaires étrangères pour l'Union européenne, et je crois le ministre des Affaires étrangères estonien, si je ne me trompe pas. Donc on a réussi à récupérer une conversation téléphonique où il a été dit que les snipers en fait, de la place Maïdan étaient en fait des snipers de l'OTAN. Voilà, donc ça c'est pour cet autre personnage donc, qui est Sharp. Et donc qui évidemment lui se défend de toute forme d'interventionnisme. D'ailleurs c'est vrai que lui il est hostile aux interventions armées.
Lui veut passer par la guerre culturelle, cognitive, l'infiltration, la subversion finalement au sens propre du terme, au sens littéral du terme. Et évidemment, il se présente comme un démocrate, pas un parfait démocrate, mais ce qui est amusant, c'est que quand on voit sa vie, il a un chien, par exemple, il l'appelle César. Bon, je sais pas, c'est le genre de petits détails comme ça. Et dès qu'on lui demande des comptes en fait sur les résultats qu'ont donné les révolutions qu'il a encouragées ou qu'il a défendues, là un silence se fait et enfin c'est ce qui est rapporté en fait par un certain nombre de témoins. Il refuse assez souvent d'être interviewé. Hein. Mais il y a un silence gêné qui s'installe dès qu'on lui demande des comptes en fait sur les résultats réels de ses techniques et de ses tactiques. Pour lui, de toute façon, la démocratie doit advenir, elle doit surgir. Bon, il y a un moment de transition et peu importe les dégâts. Voilà. Alors, un autre personnage, alors je vais faire la même enquête, mais je me doute qu'il n'y aura pas beaucoup plus de succès. Mais c'est Cass Sunstein. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Pas plus? Non, c'est pareil, c'est normal aussi. Alors ce monsieur, lui en fait, il a travaillé pour l'administration Obama. Il est né le 21 septembre 1954 et il a enseigné à l'université de Chicago, à Harvard. La plupart de ces gens ont enseigné à Harvard d'ailleurs. Et ce que ne vous a pas dit tout à l'heure Thibaut, je crois. C'est que la clinique de psychologie d'Harvard a été montée par Carter Lewin. C'est une création de Tavistock, ouais. C'est une création de Tavistock. Donc alors c'est H-E-L-V-E-Y. Et alors Sunstein donc a travaillé pour l'administration Obama, il est juriste et philosophe. Il a donc travaillé à l'université de Chicago, comme je vous le disais, et à Harvard. Et il a élaboré une théorie avec un certain Richard Thaler qui s'appelle le paternalisme libéral. Alors, je vais vous dire en 2 mots en quoi ça consiste. Le paternalisme libéral conseille aux dirigeants et aux décideurs, aux faiseurs d'opinion, de tenir compte des découvertes de l'économie comportementale appliquée au droit en maintenant la liberté de choix, tout en orientant les décisions des gens dans une direction qui améliorera leurs conditions de vie. Et en fait, avec ce même Thaler, il va écrire un ouvrage. Alors la fiche Wikipédia, une fois n'est pas coutume, elle est vraiment très bien faite. Un ouvrage qui s'appelle Nudge. Alors c'est la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Alors Nudge, c'est le coup de pouce. Je ne sais pas si vous avez souvenir d'une campagne de publicité il y a quelques années de la Société Générale. Vous voyez un pouce sursauter. Vous vous souvenez de ça? Je pense que c'est un lien direct, en fait. C'est un lien direct avec le Nudge de Sunstein, en fait. Je pense qu'il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil très probablement. Donc voilà, le livre se fonde sur des recherches en psychologie et en économie comportementale, comme je vous le disais, afin de défendre l'idée d'un paternalisme libéral et une ingénierie active dans le domaine de ce que les auteurs appellent l'architecture du choix. Voilà. Donc Thaler et Sunstein ont choisi le terme de paternalisme libéral pour caractériser leur théorie. Nudge est un terme anglais qui signifie donc coup de pouce, dans ce contexte où il s'agit de pousser doucement dans la bonne direction. Ils définissent cette théorie comme une version relativement modérée, souple et non envahissante de paternalisme, qui n'interdit rien et ne restreint les options de personne, une approche philosophique de la gouvernance, publique ou privée, qui vise à aider les hommes à prendre des décisions qui améliorent leur vie sans attenter à la liberté des autres. Alors en fait, ils définissent ça comme une voie intermédiaire qui cherche à orienter les individus vers leur bien en termes d'écologie, de santé, d'éducation, tout en essayant de limiter les contraintes et interdictions gouvernementales auxquelles les nudges viennent se substituer. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Derrière ce langage et ce pathos, finalement, c'est du pathos. Là aussi, on a une logique finalement de déprogrammation, reprogrammation. Quand on parle d'architecture du choix, qu'on met un paternalisme libéral, finalement, on montre ça comme quelque chose de bienveillant pour orienter vers telle ou telle direction, prétendument dans le but de faire prendre aux gens les bonnes décisions. C'est que déjà on restreint les champs de la liberté et tout simplement le champ du libre arbitre. Si je puis me permettre, dans les années, après avoir écrit son bouquin fondateur sur la cybernétique,
Norbert Wiener avait écrit un qui s'appelait Cybernétique et Société. En fait, dedans, ce qu'il disait, c'était qu'il croyait justement d'employer ce genre de termes, ce genre de phraséologie, pour qu'il n'y ait plus de conflit. C'est-à-dire que comme un modèle informatique, tout soit fluide et tout soit régulé. C'est ouais, pour obtenir ce que Bauman lui appelle la société liquide. Ouais, c'est ça. La société Petite liquide. parenthèse aussi plus actuelle sur la cybernétique, tout le projet que vous voyez sur les villes connectées, les villes intelligentes, les smart cities, c'est directement lié à tout ça, quoi. Puisque Tavistock bosse aussi avec IBM, et que c'est IBM qui est plus ou moins à l'origine du projet Smart Planet. Et au principe de déterritorialisation aussi qui les obsède. Le rhizome. Ils ont fait avec ça. Voilà. Et donc voilà, en fait, donc Sunstein. De Smart Cities. Alors, j'ai plus les noms en tête. C'est peut-être Santander en Espagne. Je crois que c'est ça. Qui a mis en place une étude du bruit, de tous les bruits. Et pendant 2 ans, ils ont mis des capteurs partout. Et les données récoltées sont évidemment positives. On nous le présente d'une manière évidemment ingénieuse. Et par ces bruits, ils peuvent savoir, par exemple, quand une ambulance arrive, prenne un feu rouge, comme ça le feu passe directement au vert. S'il y a une détonation dans un endroit de la ville, le bruit est transmis directement, on reconnaît que c'est une détonation, c'est transmis directement à la police qui est là dans les 5 minutes. Ou pareil pour un incendie. En fait, la ville détecte les bruits, elle y assimile des comportements, et elle transmet directement l'information. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif. Pour l'ambulance, il n'y a pas de souci. Mais... Après, l'Institut Tavistock, elle est donnée pour ça pour IBM, il faut retracer ensuite. Il y a vraiment beaucoup à retracer. Le bouquin d'Institut, il faut vraiment absolument qu'il soit traduit. C'est vraiment une mine d'informations là-dessus. Mais ensuite, en faisant des recherches, des regroupements, il y a des sites internet qui mettent les différents clients de Tavistock. IBM en fait partie. Enfin, il y avait ce que j'avais mis en tout début de diaporama. Je n'ai pas mis que les clients ici, j'ai plutôt mis où est-ce qu'ils se trouvent. Mais ensuite, les clients, vous pouvez en trouver quelques-uns. On les avait énoncés sur Méridien Zéro. On avait énoncé quelques clients, et puis vous pouvez en trouver d'autres en faisant des recherches. Voilà. Alors pour en finir sur Sunstein, il y a quelque chose qui va en intéresser beaucoup d'entre vous, je pense. Peut-être que certains d'entre vous ont lu l'ouvrage de Laurent Guyeno sur les manipulations de la mort de Kennedy au 11 septembre. Et Guyeno a expliqué plusieurs fois, quand il a été interviewé devant les caméras de RTV, par exemple, quand il se retrouvait dans des mouvements pour la vérité, ce qu'on appelle les Truth Movement aux États-Unis, autour du 11 septembre, très, très souvent, quand il allait vers un certain nombre de pistes, on lui faisait comprendre qu'il n'était pas nécessaire d'y aller, quoi. On lui disait, on va rester dans ce cadre de recherche et on ne va pas... Enfin, c'était même pas le protocole de recherche d'ailleurs qui était dénoncé ou pas, ou les modalités pratiques, ou simplement la validité de ce qu'il avait pu trouver. On lui disait tout simplement que c'était nul et non avenu. Alors peut-être qu'il aura une réponse à sa question parce qu'il se demandait à quoi c'était dû. En fait, Sunstein, en 2008, a co-signé avec Adrian Vermeul un article qui s'appelait Conspiracy Theories. Alors, ils affirment que l'existence des théories du complot n'est pas quelque chose de trivial, mais implique de vrais enjeux pour les politiques antiterroristes des États. Ils poursuivent en affirmant que la meilleure réponse consiste dans l'infiltration cognitive des groupes extrémistes. Alors, extrémistes, vous y êtes, notamment au niveau des réseaux sociaux ou même des réseaux physiques, dans le but de désamorcer ces théories en soulevant des doutes au sujet de leurs prémices factuelles ou de leurs implications logiques et causales du point de vue de l'action politique. Donc, par charité d'âme, on ne va pas donner le nom de certaines associations en France et de certaines organisations qui prétendument veulent faire la vérité autour du 11 septembre, mais moi j'ai pu le voir aussi à titre personnel, sûrement beaucoup moins que Laurent Guyeno, mais effectivement, quand j'ai voulu aborder un ou deux sujets, j'ai eu le droit à un silence gêné et on m'a tourné le dos, quoi. Donc... si ça vaut pour les États-Unis, pourquoi ça ne vaudrait pas pour la France? Voilà. Bon, c'est comme je vous dis, en plus, Sunstein, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a travaillé donc pour l'administration Obama. Son épouse, Samantha Power, c'est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Donc c'est pas le clampin du coin, quoi. Donc voilà pour Sunstein. Donc voilà, petit personnage intéressant après Sharp et Kitson. Je pense pas que Routel Kriev vous en parlera sur BFM TV. Mais bon, voilà, en tout cas, vous en avez entendu parler ici. Je vais vous dire un mot sur un
un phénomène, en fait, c'est pas un phénomène d'ailleurs, c'est un principe géopolitique et géostratégique qui s'appelle le smart power. Donc c'est, on va dire que les lettres de noblesse, vous mettez ça entre guillemets, du smart power et de son application ont été mises en place lors d'une réunion qui était en février, je l'ai noté d'ailleurs, février 2009, voilà, à Munich. C'est la conférence annuelle sur la sécurité. Et c'est Hillary Clinton qui a mis ça en avant. Et le projet est d'utiliser le bon outil ou la bonne combinaison d'outils en fonction de chaque situation. Donc en fait, comme son nom l'indique, Smart Power, en fait, donc pouvoir de l'intelligence, pouvoir intelligent, a pour but en fait d'être une combinaison de ce qu'on appelle Soft Power et Hard Power. Donc le Hard Power, c'est le pouvoir de coercition par la force ou la menace. Bon, en gros, c'est incarné par le Pentagone aux États-Unis. Et le Soft Power, c'est la capacité d'attraction portée par exemple par Hollywood, Harvard, l'UCED, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais dont je vous invite à aller y jeter un petit œil, et le département d'État. Et donc le Smart Power a été terrorisé par une intellectuelle liberal, comme on dit aux États-Unis, donc on qualifierait rapidement ici de gauche, qui s'appelle Suzanne Nossel, qui a été elle aussi membre d'une ONG importante qui s'appelle Human Rights Watch, encore une fois. Voilà, c'est Soros. Et donc en 2004, elle a écrit un article dans une revue qui s'appelle Foreign Policy où elle décrit cette Suzanne Nossel, le Smart Power. Et en fait, dans l'application, par exemple sous Obama, on a vu un mélange donc de Hard Power et de Soft Power. Alors le Hard Power, c'est la guerre indirecte, ce qu'ils appellent la guerre indirecte, donc c'est l'usage des drones par exemple sur le Pakistan, sur le Yémen, sur la Somalie. Et la guerre secrète, donc l'usage des forces spéciales qui est en train de tout dépasser. Puis alors d'après ce que j'ai vu l'entretien de Nouzil à la radio, entretien qui a été filmé là sur son fameux livre, je crois que c'est Les Tueurs de la République, c'est ça, où il explique voilà qu'on est en train de vivre une dérive néoconservatrice en France, où on élimine de plus en plus, tel qu'on l'a fait en fait aux États-Unis depuis 2000 ans. Et apparemment. Le locataire actuel de l'Élysée n'est pas le dernier. Visiblement, il y prend un certain plaisir. Et donc, au niveau du soft power, sous Obama, donc, il y a eu le discours du Caire et les négociations récentes avec l'Iran et avec Rouhani. Donc, c'est une approche. Alors voilà, c'est comme ça que c'est défini par le Center for Strategic and International Studies. C'est une approche qui souligne la nécessité d'une armée forte, mais aussi d'alliances, de partenariats et d'institutions à tous les niveaux pour étendre l'influence américaine et établir la légitimité du pouvoir américain. Voilà. Donc effectivement, c'est beaucoup plus subtil que les années Bush-Cheney, le conservatisme, les années du néoconservatisme, ce qu'ils appelaient la contagion démocratique, le projet de Grand Moyen-Orient à coup de démocratie de B-52. Et on a vu par exemple dans l'affaire libyenne, Obama a délégué par exemple. Il a en partie délégué à la France, à la Grande-Bretagne. Donc il n'y a pas la volonté d'une implication aussi directe qu'on l'a vu dans les années qui avaient précédé, lors des 2 mandats Bush. Mais en fait, la stratégie impérialiste, elle est toujours là. C'est juste qu'elle a changé de visage. Et enfin, je vais terminer sur un point important également, qui s'appelle la G4G, ou la guerre de 4e génération, qui a été théorisée par un personnage qui s'appelle William S. Lind, et qui vise là spécifiquement la population du pays ennemi. La Syrie, actuellement, c'est le laboratoire de ces stratégies. Donc tout à l'heure, Thibaut vous a montré l'exemple de Doula, du massacre Doula. Donc voilà, c'était une façon de montrer, voilà ce que Bachar el-Assad fait avec ses hommes. Aidez-nous à renverser Bachar el-Assad. Bon, heureusement qu'il y a des journalistes allemands qui ont fait le travail, même si ça peut être ébruité. Mais en tout cas... Précision, ce que disait John Coleman dans son bouquin sur Tavistock, c'est que ça marche en Occident, Tavistock, mais les pays arabes, ça prend pas. Par contre, la propagande là-bas, elle prend pas. Bon, ils font des bombardements, ils butent un paquet de monde, mais ils n'arrivent pas à retourner les populations contre leur chef. Ça marche pas. D'où le fait que ce soit juste une guerre contre l'Occident, mais pour l'instant, là-bas, ça prend pas. En Asie, ça prend pas non plus. Ici, ici, ça marche. Oui. Le but de la G4G, là, c'est d'éviter d'avoir recours de façon directe au levier militaire. Donc soit on s'appuie sur des mercenaires, des sociétés militaires privées, dans ces cas-là on n'est pas directement mis en avant, soit on utilise tout simplement l'arme médiatique. Par exemple au moment à Tripoli,
les pétromonarchies du Golfe, je crois que c'était le Qatar qui était en tête, il me semble même que c'était Al Jazeera, qui avait mis les fausses images de la chute de Tripoli plusieurs heures avant que les gens entrent sur la place verte. Et en fait, ils ont fait la même chose à Mossoul. Quand l'État islamique est entré dans Mossoul, enfin, l'État islamique n'est entré dans Mossoul que 6 heures plus tard. Donc en fait, il y a une partie de la population déjà croyant que Daesh avait pénétré, qui s'est enfuie. Donc en fait, voilà, ça vise aussi à démoraliser la population ou à la renverser en sa faveur dans ce qu'ils appellent les regime change, changement de régime. Voilà. J'en ai terminé. Merci. Est-ce que vous pensez que tous ces malfaisants là, vont arriver à contrôler Internet ou est-ce que ça va être très difficile pour eux? Les Chinois y arrivent bien. Hein, donc, si j'écoute Christophe Barbier, c'est faisable. Hein. Non, mais les Chinois y arrivent quand même assez mal. Enfin, pas pour tout. Hein. Plus exactement, non. Si les Chinois y arrivent bien, c'est parce que c'est un système total. C'est le pouvoir lui-même qui a installé Internet. Donc pour eux, c'est quand même plus facile de le verrouiller. Ils peuvent développer leur propre Internet. Comment ? Ils peuvent développer leur propre Internet. Oui, mais enfin, c'est toujours plus facile pour le pouvoir de le bloquer alors qu'ils l'ont installé que dans nos pays où c'est quand même un peu tout le monde, quand même. Enfin, non ? Je sais pas trop ce qui se fait en Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de propagande sur le pouvoir qui... En Chine, Internet est arrivé, le pouvoir communiste était déjà là. C'était quand même, c'est quand même facile pour eux de le verrouiller. C'est plus facile pour eux de le verrouiller que chez... Moi, je me demande si la loi sur le renseignement là, qui se prépare... qu'elle est passée déjà. Voilà. Ne va pas contribuer ne va pas faciliter de toute façon le verrouillage d'Internet et à faire supprimer un certain nombre de sites. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais le problème, c'est techniquement, est-ce qu'ils peuvent y arriver, quoi. C'était ma question, quoi. Moi, personnellement, je pense que non. Ils pourront gêner. Ils pourront identifier, ça, ils pourront le faire. Punir aussi, même pénalement. Mais ils pourront pas, bien sûr. Mais ils pourront pas le verrouiller comme ça se fait en Chine, quoi. Non, puis il y a des moyens de passer, même s'ils bloquent un accès par un pays, par exemple un site, il y a des moyens comme Tor ou Anonymox qui permettent de passer de manière anonyme sur des sites et de passer. Non, mais on a parlé des sites miroirs, et il y a des logiciels qui permettent de changer l'adresse IP plusieurs milliers de fois par seconde. Ça va être... ça sera de toute façon plus difficile qu'en Chine. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est réprimer. Non, je pense que ça passera. Identifier. Il y aura toujours un habillage démocratique. Bien sûr, les guillemets. Un habillage légal, en tout cas, qui visera à se draper ils nous feront un discours avec la main gauche derrière l'état de droit, mais le résultat sera le même. Les sites seront interdits, ou l'hébergeur sera condamné, ou le directeur de publication. J'espère que vous avez fait vos sauvegardes, parce que sinon vous êtes mal barré, à mon avis. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez dit tout à l'heure que c'était contre la religion et contre la politique. Et tout le credo, alors je ne fais pas d'analogisme, tout le credo des Illuminati de l'époque, c'était exactement la même chose. Donc est-ce que maintenant, Tavistock n'est pas un simple bureau d'une société secrète au-dessus ? Comme les ateliers qui étaient à cette époque-là. Là-dessus, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des liens avec le groupe de mineurs, donc qui est super maçonnique, qui ont fait des recherches dessus. Le socialisme fabien aussi. Par exemple, on n'a pas parlé de la London School of Economics, mais qui a fait un petit ici, qui a un rejeton. Voilà, c'est Tavistock, mais c'est la Fabienne aussi. Hein. C'est aussi la Fabienne, ouais. La London School of Economics, c'est vraiment un pur produit Fabien. Tout le New Labour britannique, la troisième voie blairiste, c'est Fabien. Pareil, toute la théosophie qu'on retrouve dans le programme MK, c'est pareil. Parce que tout ce que vous dites tout à l'heure, quand on étudie un petit peu les Illuminati, c'est exactement la même chose à juste 200 ans d'écart. Peut-être. Ça n'a juste pas changé du tout. Moi, j'ai un principe sur ce principe-là. On va me faire le vieux discours, vous êtes complotiste et tout. Alors bon, tout ce qui est conspirationniste, il y avait des documents déclassifiés de la CIA qui montraient que le terme théorie de la conspiration était inventé en 67. Tu me dis quoi, pour décrédibiliser? Pour décrédibiliser justement ceux qui défendent l'idée qu'il peut y avoir des complots. Ce qui a toujours existé dans l'histoire. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de travailler en source ouverte là-dessus. Donc sur les Illuminati, il y a plein de trucs qui ont été écrits. Certains qui me semblent assez sensés, d'autres qui sont moins sensés, mais je peux pas me prononcer là-dessus. Et sur les liens
avec la Tavistock, il y a sûrement, oui, il y a des liens ésotériques, c'est évident, mais ensuite sur les autres agendas, moi j'essaie de fonctionner en source ouverte, d'où le fait d'avoir lu, j'aurais pu me contenter de lire par exemple les articles de Minicino sur Reese, mais histoire d'être sûr, pour pas me faire avoir comme avec Kurt Lewin que j'avais dit directeur en 32 de Tavistock alors que c'était Reese, je préfère les lire directement les textes. Donc s'il y a vraiment des textes ouverts, mais 100% ouverts sur ces sociétés secrètes, je les lis. Sinon, moi j'évite de me prononcer pour éviter de faire des erreurs, tout simplement. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Oui, il y a l'ésotérique derrière. Mais non, j'en prie. Il y a l'ésotérique derrière. Ensuite, surtout le projet, l'agenda global, il y a un long article, une longue chronologie disponible sur Internet, qui s'appelle Tavistock Agenda. Et on retrace beaucoup de choses, notamment sur Blavatsky, sur John Dee, qui est à l'origine, qui est un clin d'œil pour le James Bond 007, sur toutes ces sociétés occultes. Mais je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de copier-coller, par exemple, bouquin de John Coleman sur Tavistock, et la personne n'a pas vérifié plus que ça. Je parlais des Beatles, j'évite de me prononcer de manière trop définitive sur les Beatles, parce que j'ai eu beau recouper plusieurs sources sur ce sujet, à chaque fois ça renvoie au travail de Coleman. Et donc sur tout ce qui est Illuminati, sauf si je trouve vraiment un livre sûr à 100% en source ouverte, je me prononcerai pas dessus. Il y a de l'occulte, c'est clair, on l'a vu avec le programme MK Ultra, avec Crowley, avec tout ça, mais ensuite j'en sais rien. Dernière question, après je te passe le micro. C'est quelque chose de purement anglo-saxon, en fin de compte, cet institut Tavistock? Parce qu'il n'y a pas eu de financement en France. En France, c'est qui comme on disait, il y avait l'influence de l'école de Francfort aussi. Oui, mais ils ont bossé avec Tavistock ensuite, mais au départ, c'était en Allemagne. Mais oui, ils ont trouvé des liens. Ensuite, sur l'école de Francfort, je sais que par exemple, sur toutes les questions épineuses, il y a Baptiste Rapin, dans son bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui lit tout ce dont parlait Norbert Wiener, en fait un héritage de la pensée juive de la Renaissance, et il s'appuie sur un bouquin de Norbert Wiener qu'il a écrit sur le tard, qui s'appelle Dieu et le golem. Mais celui-là, j'ai pas lu, donc je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. Mais par contre, je vous invite vraiment à lire le bouquin où il aura vraiment expliqué. Voilà. Bonjour. Je ne sais pas quels étaient les liens qui pouvaient exister entre Tavistock et l'Union européenne, enfin la construction européenne en fait. Merci. Déjà une partie de la pensée. Oui, déjà on a déjà vu les think tanks qui sont proches de l'Union européenne, qui étaient dirigés par des anciens de Tavistock ou des gens qui étaient montés. On parlait de la Rande tout à l'heure, je vais. Non, attends, il y a même autre chose, c'est que vous allez sur le site de l'Institut Tavistock, vous regardez dans les clients et vous verrez l'Union européenne, la Commission européenne. Voilà. Tiens, juste sur les liens, vous allez voir qu'ils sont évidents. La Rande dont on parlait tout à l'heure, donc qui est un des rejetons du Tavistock. Alors je vous donne juste une partie de la liste des membres, ou des gens qui en ont fait partie. Donc il y a eu Bruguière, le juge antiterroriste français. Il y a eu Frank Carlucci, l'ancien de Carlyle. Samuel Cohen, le concepteur du missile W-70. George Danzig, le mathématicien, le créateur de l'algorithme du simplex en optimisation linéaire, à vos souhaits. Daniel Ellsberg, l'ancien analyste américain à l'origine des plus grands scandales de fuite de documents top secrets concernant la guerre du Vietnam. Jean-Louis Gergorin, l'ancien vice-président de ADS. Bertrand Jouvenel, cité par Roger Perfit dans son livre Les Américains. Herman Kahn. Lewis Scooter Libby. Alors c'était le conseiller de Cheney, vous savez, c'était celui qui avait balancé l'agent Plame. Je ne sais pas si vous avez souvenir de cette affaire, qui a donné lieu à un film pas trop mauvais avec Naomi Watts et Sean Penn. Donc je me suis en faisais partie. Pascal Lamy. Constantin Melnick, Walter Mondale, Paul O'Neill, l'ancien du Trésor de Bush. Candy Rice, Rumsfeld, Francis Fukuyama, Zalmay Khalilzad, alors l'ambassadeur des États-Unis en Irak, Von Neumann, voilà, John Von Neumann, Richard Bellman, et voilà, John Forbes Nash, donc qui a été prix Nobel d'éco en 1994. Donc il y a des liens transatlantiques, clairement. Oui, bonjour. Donc déjà merci pour votre travail. Vous avez parlé. Vous êtes. Ouais, moi non plus. Okay. Ah oui, d'accord. Tout au fond. La joie. Voilà. Donc vous avez parlé de la manipulation de masse par l'ingénierie sociale, donc de l'humain à l'humain. Maintenant, j'aurais voulu avoir votre avis pour les manipulations de machine à humain. Sur le transhumanisme ? Pas forcément. Donc déjà, on peut prendre déjà les citations de Steve Jobs, déjà qui empêchait ses enfants de toucher des iPads, etc. Je pense que vous devez être au courant. Donc, toute la Silicon Valley, c'était Finkielkraut qui avait dit ça une fois. Je sais, je dis un gros mot ici, mais bon, je vais quand même le citer. Finky avait dit que toute la Silicon Valley, les enfants, les gamins des patrons de la Silicon Valley sont tous déconnectés. C'est-à-dire qu'ils étudient sur tableau noir avec des craies, ils ont des ardoises comme nos parents ou grands-parents ont connus,
Ils écrivent sur des cahiers avec des stylos, ils apprennent par cœur leur table de multiplication et leur poésie. Voilà. Ouais. Donc les enfants de la Silicon Valley sont tous déconnectés. Non, mais en plus, En tout cas, de nombreuses heures dans la journée. Vu le déballage médiatique qu'il y a eu sur Steve Jobs, en plus, faut pas prendre ça à la légère. Également, je pense que ça pourrait intéresser ici du monde. Je ne sais pas si je suis arrivé un petit peu en retard, parler du projet ARP. Non, on n'a pas parlé, Par mais... contre, Voilà. pour finir sur votre question, Oui. vous pouvez aller voir sur le site de la Stanford Research Institute, qui est donc une propriété de Tavistock, tout ce qui concerne la captologie. Ça, on avait parlé à la radio, je crois, de la captologie. Alors, CAPT, c'est pour Computers as Persuasive Technology. Utiliser les ordinateurs, les jeux vidéo pour, vous pouvez lire ici, en fait, pour persuader les gens, pour faire de l'influence, évidemment pour le bien de l'humanité. Hein. Parce qu'il y avait un jeu vidéo anti-révolutionnaire il n'y a pas longtemps. Les jeux vidéo, pardon ? Un jeu vidéo anti-révolutionnaire par rapport à la Révolution française qui est sorti il y a quelque temps et qui était contesté par Joseph Mélenchon. Oui, bon, c'est pas ma référence. Ah oui, c'est Assassin's Creed, non, c'est ça ? Oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Important sur ARP, puisque là aussi, si on aborde le sujet, il y a toujours un petit malin qui va te dire c'est du conspirationnisme. Il y a iTélé, il y a quelques années, qui a fait un reportage, mais d'une honnêteté absolue sur ARP, disponible sur Dailymotion et YouTube. Vous tapez ARP iTélé, je crois que ça dure 9 minutes, tout est dit. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques ? S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un programme qui a été développé par les États-Unis, en fait, par la Navy, et qui, en fait, il y a, je ne sais plus combien de milliers de millions de dollars, en fait, qui ont été dépensés là-dedans, donc pour soi-disant des projets militaires, en milliards, pardon. Ouais. Et en fait, c'est une grande base en Alaska, donc là, je crois que j'ai noté rapidement. Gakonak, je crois. Voilà, c'est la Gakona. Ouais. Et donc, en fait, il y a 180 antennes sur 30 hectares. Et avec un des ordinateurs les plus puissants du monde qui contrôle ça, en fait, et en fait, c'est censé en balancer des ondes dans la stratosphère. Dans la stratosphère. Voilà, c'est ça. Donc il y en a, voilà, c'est inspiré des travaux de Tesla. Il y en a qui disent que ça peut contrôler le climat. Il y a certains également des voient théories. ça comme une arme climatologique, pardon. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai étudié ça quand j'étais en première, etc., pour mon TPE. Et donc, je me suis procuré un livre qui est que en anglais. Non, mais en fait, c'est un livre qui n'est pas traduit, en fait, et dans lequel ils expliquent très clairement, donc les auteurs du bouquin, je suis désolé, le nom m'échappe et les auteurs aussi. Je crois que le professeur Chosudowski aux États-Unis a travaillé là-dessus. Je sais pas, mais qui apparemment, ça pourrait également contrôler les mentalités et l'humeur des gens, en fait. Alors voilà. Là-dessus, j'envoie au petit bouquin de Piers Zemanov qui s'appelle L'industrie de la contrainte. Et dedans, il parle de José Delgado, qui, alors lui, je sais pas s'il était membre du Tavistock, j'ai pas recherché, mais par contre, il y a ses travaux complets qui sont disponibles. Il me semble que c'est disponible en français, et qui lui racontait comment il avait fait de la modification comportementale par l'emploi d'ondes radio. Il y a même une vidéo disponible où on le voit arrêter avec une télécommande un taureau en pleine charge parce qu'il a fixé des électrodes dessus. Et vous avez réussi à faire de la modification comportementale chez des sujets aussi. De toute façon, il y a déjà eu de la modification du climat qui avait été utilisée pendant la guerre du Vietnam. La Russie a déjà... Sura. Ouais, le projet Sura, ouais. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Alors moi, je rebondis sur un livre que je suis en train de lire, que je trouve intéressant, qui est le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc. Ouais. Alors ce qui me fait rebondir sur ce bouquin, c'est qu'elle parle d'un médecin qui s'appelle, dans mon souvenir, Ewen Cameron. Ewen Cameron, qui a fait des études au Canada. Ouais. Voilà, des études au Canada qui recoupe tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire on fait page blanche sur quelqu'un. Il fait partie du Tavistock. Il fait partie du Tavistock, oui, au Canada. Bon, bah alors, voilà, il a fait, je crois qu'il a eu une cinquantaine de cobayes, des gens évidemment qui n'étaient pas au courant. Voilà. Et donc après, elle rebondit sur ce qui s'est passé dans les coups d'État au Chili, en Indonésie, etc., pour en fait raconter qu'ils se sont servis de ces études-là pour imposer des politiques économiques dont personne n'aurait voulu. Ceux de l'école de Chicago, les Chicago Boys. Alors elle ne s'intéresse, et c'est un peu la question que je me pose, qu'à Milton Friedman et aux Chicago Boys. Ouais. Alors est-ce que tous ces gens-là se connaissent et travaillent dans le même sens ? Est-ce que... Enfin voilà, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne met en lumière que ce personnage-là. Voilà. Il y a des déclarations intéressantes, c'était Van Hayek, donc, qui a fait partie de la Société du Mont Pèlerin, qui est une des influences de Friedman, qui disait qu'il préférait une dictature à orientation économique libérale à une démocratie sans le libéralisme économique. Donc Friedman, effectivement,
le Chili de Pinochet a été le laboratoire des politiques néolibérales, en fait, qui vont être adaptées après, à partir de Reagan et de Thatcher dans les années 80, pour l'ensemble de l'Occident. Mais le laboratoire a été le Chili de Pinochet. Oui, parce qu'en fait, la réflexion que je me faisais pour finir, c'est qu'en lisant ce bouquin, je trouve très éclairant sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la même recette appliquée partout, mais avec une sauce qui n'a pas tout à fait le même goût, avec plus ou moins de violence et plus ou moins de subtilité ou de perversion. Mais voilà. Bon, c'est tout. Bonjour. Bonjour. J'aimerais juste réagir sur la théorie de Gregory Bateson que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. À savoir de faire passer pour une... Déjà, je voudrais savoir si j'ai bien compris. Faire passer une vérité, comme pour une vérité générale, le fait que les gens n'ont pas... Enfin, que l'humain doit avoir un rapport à la réalité individualiste, alors que l'inverse serait de l'intolérance. C'est pas Bateson, c'est Václavic qui est un de ses successeurs. Ah pardon. C'est dans le bouquin de l'invention de la réalité où il y a plusieurs auteurs et c'est Václavic. Mais vu que j'ai pas égrené tous les noms, j'ai mentionné comme ça. D'accord. Donc je voulais savoir déjà si j'ai bien compris. Ouais, c'est ce qu'il dit dans la conclusion. Il explique c'est vraiment un héritage de la cybernétique. Ils ont découvert qu'en fait comment une personne construit sa réalité, c'est simple. Il y a des données qui entrent dans sa boîte noire, son cerveau, en fonction de ses facteurs génétiques, puisque génétiquement on est différent, donc une manière de voir la vie qui est différente, et en fonction de ce qu'ils appellent un sociolhabitus, de ses expériences de vie. Et en fonction de ça, on va interpréter certaines données d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un tableau, moi je l'ai trouvé moche, je vous ai trouvé beau, un exemple basique. Et à partir de là, on filtre certaines données plus que d'autres, on retient certaines informations et on va construire notre réalité en fonction de ces divers facteurs. Et c'est pour ça que notre réalité est différente. Voilà. D'accord. Et je voulais juste indiquer en fait en passant que le fait de considérer comme intolérant le fait qu'une réalité puisse être universelle, c'est précisément en fait une des premières choses qu'on enseigne à l'école républicaine en première, en philo. Voilà. Je voulais juste dire ça pour les parents qui auraient des enfants de mon âge, éventuellement. Merci. C'est une analogie que je n'indique qu'en passant. Merci, bonjour. Bonjour. J'ai juste moi en fait pour revenir en fait aux révolutions colorées. En fait, il y a aussi la Freedom House qui est présidée par James Woolsey, l'ancien directeur de la CIA sous les années Clinton. Et en fait, il y a aussi l'International Republican Institute de John McCain. Et il y a le même en fait pour les démocrates, mais avec Madeleine Albright. Et apparemment, eux, ils ont joué aussi un rôle. C'est pas le NED, non, je crois. Non, Madeleine Albright, non. C'est le NED, non. Oui, le NED, exactement. Voilà, c'est présidé par Madeleine Albright, en fait, qui a été. United States is good. Oui, exactement. Et en fait, j'ai appris que, par exemple, des ONG comme Médecins sans frontières ont été financés, comme par hasard, Médecins sans frontières à l'époque, emmerder des pays qui étaient insoumis aux États-Unis, comme Cuba notamment, etc. Et en fait, je voulais savoir si ça, c'était des enfants en fait de Tavistock. La Freedom House, l'IRI et le NED. Là. Alors, l'IRI, il me semble que c'est un rejeton de la NED, lui-même rejeton de l'USL, lui-même rejeton de la CIA. L'IRI, ouais, c'est vraiment côté. Ouais, c'est que CIA en fait. Ouais. Oui, mais bon. Les méthodes sont toujours les mêmes. Ouais, c'est ça. Et puis, on a. C'est des capillarités. À la limite, il faut lire Coleman pour voir vraiment le lien entre la CIA et Tavistock. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait des formateurs qui avaient été à l'OSS, et l'OSS est devenu ensuite la CIA. Non, parce qu'en fait, si je disais ça, c'est qu'on les retrouve partout en fait. En Tchétchénie, on découvre que c'est la Freedom House qui finance la révolte tchétchène contre Poutine. Ouais, il y avait beaucoup en Tchétchénie, c'était beaucoup le renseignement britannique aussi. Je vais faire plus court. En fait, il y a. Excuse-moi, beaucoup d'opposants officiels et présentés comme tels dans les médias occidentaux à l'époque, au moment de la guerre de Tchétchénie. Beaucoup étaient présents à Londres. Il y a Zakayev, je crois, notamment, qui était. Ahmed Zakayev, je crois, qui était à Londres. Comme celui qui a pris le pouvoir, entre guillemets, après Kadhafi, on découvre qu'il a été à la Chatham House, c'est ça c'est le CFR britannique. Oui, je sais plus, il s'appelle Mustapha. Ouais. En gros... c'est eux qui sont un peu derrière la création de la clinique Tavistock en 1920, le RIA.
pareil, le parti entre guillemets Ennahda en fait en Tunisie, bon, il a perdu les élections, mais quand il a été mis en place après la révolution colorée, on découvre qu'en 2011, en fait, Monsef Marzouki, le président, et le premier ministre, Rached Ranouchi, ils ont eu le prix 2011 Chatham House. Chatham House, c'est le CFR britannique. D'accord. Donc en fait, en gros, c'est c'est archi officiel, faut le taper. Ah non, mais sur je Internet. crois sans problème. C'est le prix Chatham House 2011, et on voit le président tunisien et le premier ministre qui le reçoivent avec le smile. Et pour votre c'est comme le prix Charlemagne pour oui, Kissinger. Voilà. Ouais, oui. Et pour votre question, le fait qu'il soit partout, il y a une citation que j'ai lue de John Conlon Grise, mais j'en ai pas parlé parce que vu que j'ai pas lu le bouquin dont c'est tiré, je sais pas si elle est vraie. C'est sur un bouquin qui s'appelle Reflections, donc à la fin de sa vie, où il disait nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes bien placés. Ouais. Et juste, je vais finir pour pas monopoliser la parole. J'ai lu le même livre que la dame il y a longtemps, La stratégie du choc. Et en fait, Milton Friedman disait en fait texto, seule une crise réelle ou imaginaire peut engendrer un changement profond dans les économico-social. Et ben là, attentat Charlie Hebdo, loi Macron derrière. Et elle est passée comme une lettre à la poste. Les déclarations dans le Project for a New American Century pour un nouveau Pearl Harbor. Voilà, reconstruire les défenses de l'Amérique. C'est écrit noir sur blanc dans le Pinac. Il faut un nouveau Pearl Harbor. Sur lien Pearl Harbor, Tavistock, par contre, le Coleman, il est disponible au format PDF sur Internet. Et il fait un long chapitre où il explique bien comment Tavistock est derrière Pearl Harbor aussi, justement. Donc je vous laisse aller, plutôt que de dire des bêtises, parce que ma mémoire me fait un peu défaut, vous pouvez aller voir le chapitre. Bonjour, j'ai juste une toute petite question. J'ai pas bien compris ce que vous avez dit à propos des Beatles, en fait. Comment ça? C'était quoi, on est fan aussi, hein, c'est pas un problème. Ouais, non, moi je trouve que c'est pourri, je suis pas fan du tout. Ah non. Ouais, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a que lui que ça. En fait, Coleman a avancé la thèse que les Beatles auraient été une création de l'Institut Tavistock pour aliéner les jeunes, comme l'ont fait d'autres groupes de la période psychédélique. Et bon, il met quelques développements dessus dans son bouquin, notamment Theodor Adorno qui aurait composé la musique, parce que les mecs ne savaient pas composer, j'espère que je blasphème pas. Que ce groupe de Liverpool serait venu ensuite, je ne sais pas si c'est à la Stanford ou un des autres centres qui était dirigé par Tavistock. Et à partir de là, il se serait fait conditionner. Et j'ai pas de preuves là-dessus. Il y a juste quand il chante Sgt Pepper, en effet, il commence en disant il y a 20 ans aujourd'hui, Sgt Pepper a appris au groupe à jouer. Et 20 ans avant, c'était la mort d'Aleister Crowley. Et sur les personnes présentes sur la pochette, quand vous regardez le carnet, il y a beaucoup de membres de la Société Fabienne et il y a beaucoup d'ésotérisme. Ouais. Ensuite, tous les... Il devait y avoir Hitler aussi. Hein. Ouais, mais en fin de compte, il a été retiré. Ouais. Non, t'es connerie. Bonsoir messieurs, merci pour cette conférence qui était très intéressante. Dans le bouquin de Propaganda, il y a la mention d'un personnage, un de ses collaborateurs qui s'appelait Ivy Lee, qui a travaillé avec lui pour la commission Krill. Apparemment, j'ai découvert derrière que cette Ivy Lee aurait aidé les nazis dans leur propagande. Et je voulais savoir si vous aviez un peu des données là-dessus. Alors sur lui, j'avais juste eu quelques données dans un livre qui s'appelle Neuroesclave, et qui disait que Ivy Lee, lui, peut être considéré vraiment comme le premier spin doctor, puisqu'il a écrit, je crois, en 1905, un bouquin qui s'appelle La Déclaration de principe. Il avait bossé pour Rockefeller aussi à cette époque, il me semble. Mais ensuite, sur l'aide qu'il a apportée aux nazis, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a une autre personne qui, par contre, dont Bernays a repris pas mal les idées, qui s'appelle Willy Munzenberg, qui lui était, il me semble, un communiste. Alors je sais plus si c'était soviétique ou allemand. Comintern international, c'est celui qui organisait toute la propagande. Ouais, c'est ça. Et il n'a pas laissé de bouquin, par contre, mais il a fait beaucoup de travaux et voilà. Mais bon, sur les nazis, Ivy Lee, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il a bossé pour Rockefeller, mais le reste, j'ai aucune idée. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur les personnes qui sont à Guantanamo. Donc, je voudrais savoir, parce que vous avez évoqué très brièvement ces personnes, et je voudrais savoir en fait exactement quelles expériences sont faites sur elles, si vous les savez. D'autre part, combien de personnes, si la plupart des personnes là-bas ont été libérées, et est-ce que vous savez si ce qu'il y a devenu de ces personnes aujourd'hui, ou si on les retrouve, je ne sais pas, dans une de ces révolutions quelque part, et d'autre part, combien de Français sont passés par là, et s'ils sont libérés aujourd'hui ou pas? Non, moi je sais qu'il y a des gens qui ont été libérés, il y a des témoignages. Ce qu'on en sait, c'est qu'apparemment il y a des privations sensorielles, beaucoup d'humiliations apparemment. Donc beaucoup d'humiliations, est-ce que ça sert pour le lavage de cerveau ou c'est provoque des traumas déjà. Ça provoque des traumas, ouais.
Et donc ça aide au lavage de cerveau, c'est ça? Ouais. Ça y contribue. Ouais. Déjà, je sais pas, je demande. Je sais pas. Imaginez vous êtes humilié, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais vous aurez un choc traumatique. Donc si c'est répété à l'envi, je vous laisse imaginer dans quel état vous ressortez. Donc ces faits-là sont des faits qui sont plus ou moins programmés, ou est-ce que parce que je me dis que s'ils sont par exemple dans un centre d'internement, enfin un centre comme ça, c'est clair que leurs gardiens vont avoir des actes humiliants envers eux. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que ces actes sont programmés, c'est-à-dire avec des psychologues derrière qui disent bon, vous devez faire tant d'actes sur cette personne de manière à ce que cette personne réagisse comme ça. Je me demande s'il n'y avait pas eu des révélations de Wikileaks là-dessus, mais il en fait référence. Parce que je sais que Feu Maître Vergès, je crois que c'était dans La démocratie à visage obscène, il fait tout un chapitre sur Abu Ghraib, où il y a les fameuses photos qui n'ont jamais été diffusées, où on voit quand même des détenus avec des excréments à peu près partout sur le corps, plus les photos qu'on a pu voir dans la presse, avec des chiens qui sont à 2 doigts de mordre les prisonniers. Et ça, d'après Maître Vergès, c'était effectivement programmé. Et il y a, justement, j'ai vu tout à l'heure, il y a William Sargant, lui il apparaît dans le livre de il apparaît dans le livre de Gordon Thomas. Alors, en fait, c'est lui qui a écrit le manuel en fait, de torture de la CIA, avec un autre, qui a été cité tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom. Cameron, c'est ça? Ewan Cameron. En fait, c'est les deux en fait, qui ont rédigé en fait, le manuel de torture. Alors, ceux qui le cherchent, le Kubark, ça s'écrit K-U-B-A-R-K. Et vous pouvez vraiment le trouver sur le site de Zone. C'est eux qui ont travaillé en fait, sur l'administration du LSD en fait. En fait, pour en fait, arriver en fait, comme avec l'assassinat de Robert Kennedy. Oui, l'autre il bute le candidat à la présidentielle comme par hasard et il se rappelle même plus de ce qu'il a fait. En fait. 40 ans plus tard, il dit j'ai eu un trou noir. Mais le LSD, il n'y a pas que de mecs, il y a aussi Betson. Bien sûr, il y en a plein. Ouais, il y en a un paquet. En fait, c'est intéressant ce qu'il a dit parce que moi j'ai entendu parler de ça en fait que les gars en fait de Guantanamo, en fait c'est le projet MK Ultra en fait. C'est comme voilà en fait c'est la reprogrammation. Exactement, reprogrammation et en fait ça se trouve ces mecs-là on va les retrouver dans des attentats quelques décennies plus tard, etc. En fait. Il y a un tueur, je sais plus si c'était quelle fausse tuerie. Aurora. Une vraie tuerie. Hein. Mais il y a un tueur dont on avait retrouvé les traces. Qui avait participé à une espèce de tuerie comme ça de candidat Manchou. Et lui, il avait été suivi une dizaine d'années avant par un médecin de l'Institut Tavistock. Mais par contre, là, je peux pas en dire plus parce que je me rappelle pas tout simplement de son nom. Mais c'est dans les diverses tueries qui ont eu lieu du type Aurora. Tucson. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais il y en a un qui avait été suivi par la Tavistock. Ouais. De toute façon, dans toutes les tueries en fait des 10 dernières années aux États-Unis, qui ont rien à voir avec le terrorisme, etc. En fait, tous les gars, ils étaient sous antidépresseurs. Valium, Virginia Tech, Tucson, Aurora, ouais, tous. Même Columbine, là, les deux gars là, qui ont fait le massacre de Columbine, en fait, ils étaient sur, je crois, c'est Zoloft, un truc comme ça, c'est un antidépresseur qui vient des States. Donc en fait, et je sais que les laboratoires en fait ont un lien en fait avec. Là sur Littleton, y a pas, malgré le titre, il n'y a pas énormément de choses qui est dit dessus, mais il y a un article à lire de Jeffrey Steinberg qui a bossé avec les publications Larouche qui est en anglais, qui s'appelle de Littleton à la cybernétique, les techniques du mind control, et qui est très explicatif, que vous pouvez trouver en PDF aussi sur Internet. On va prendre une dernière question pour finir à l'heure. Merci pour ce que vous avez dit. J'ai une question. En fait, dans quelle mesure, vu qu'on va travailler ici sur des sources ouvertes, par exemple les Russes vont faire de la propagande sur Internet pour saper la puissance des États-Unis et pour que les gens soient vénères et vous voyez ce que je veux dire ? C'est absolument pas une impossibilité. Et dans quelle mesure vous pensez que c'est le cas et Moi, par exemple, contrairement à beaucoup de gens de R, je crois que la propagande n'est pas venue que dans un sens dans l'affaire ukrainienne. Loin de là. Loin de là. Elle n'est pas venue que de Washington et de Bruxelles. Moi, je comprends pas le cyrillique, donc je serais plus réservé. Et je peux pas, il n'y a pas besoin de lire le cyrillique. Parce que croire que... Enfin, là, on est quasiment dans l'enfantillage ou le purisme idéologique. Ou, croire que la propagande ne viendrait que d'un camp et que les autres seraient blancs comme neige. Enfin, ça, c'est totalement immature. C'est de la guerre de l'information. C'est totalement immature. Donc c'est à qui sera le plus convaincant. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, c'est ça. Oui. Pour l'instant, c'est ça en fait. Un camp est plus riche que l'autre. Ouais. Ouais, mais c'est pas lui qui marche le mieux a priori.
Ouais, moins plus. Puis bon, pour ce qui concerne les Russes, quand même, pendant des décennies, on a vu de quoi ils étaient capables en matière de propagande. Ils sont quand même très bons, hein, donc je pense pas que tout s'oublie en 20 ans, quoi. Donc on va en terminer ici pour... merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous tous. Une prochaine fois.